Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 26 janvier. Voici les principaux titres que nous allons développer. Un mouvement de grève des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles a touché une bonne partie des établissements à Guyancourt et à Plaisir aujourd'hui. Les ATSEM qui dénoncent la nouvelle organisation horaire. Le stock de sang dramatiquement faible. Une campagne pour relancer la collecte s'organise. Nous faisons le point sur notre secteur des Yvelines. Ce week-end se tenait la deuxième édition du concours Égérie Glam Plus, élection réservée aux femmes rondes. Les coulisses de ce concours qui rassemble des femmes qui se disent fières de leur forme. Aujourd'hui, lundi, débutait l'examen de la loi Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, un projet pour la croissance et l'activité qui suscite la colère des notaires. Ces derniers, par la voix de son président interdépartemental à Versailles, avancent la suppression de 15 000 emplois sur les 45 000 que compte la profession en France, soit 30% des postes yvelinois. La mobilisation sur le terrain s'est poursuivie avec une manifestation cet après-midi. De nombreux offices étaient également fermés. Dans l'actualité du jour, une autre mobilisation, celle des ATSEM, les agents qui interviennent dans les écoles auprès des enfants. À l'appel de la CFDT, ceux de Guyancourt notamment étaient appelés à faire grève depuis ce matin. Des agents qui souhaitent récupérer leurs 5 jours de congés supprimés depuis la rentrée. Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Elles travaillent aux côtés des enfants. Ces femmes-là ne sont pas professeurs mais ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Depuis ce matin, elles sont en grève pour récupérer des acquis obtenus 30 ans plus tôt. On nous a octroyé donc 5 jours de congé en plus pour pénibilité de travail. Et là, avec l'installation du nouveau rythme scolaire avec le mercredi, donc déjà nous on est fatigués, les enfants aussi. On nous impose un jour en plus, une demi-journée en plus, et on nous supprime ces jours de congé. On n'a pas été consulté au départ, donc on nous a dit ça un petit peu par la force des choses lors d'une réunion, et on n'avait pas tout compris qu'à ce moment-là on nous supprimait cet acquis. Un manque de consultation réfuté par la municipalité qui a proposé le 8 janvier dernier un groupe de travail pour réfléchir aux spécificités de leur profession. Le personnel a 54 jours de congé et que par équité sur l'ensemble du personnel, on souhaitait que tout le monde soit au même niveau. À peu près. Donc, comme il y a une spécificité pour les ATSEM, on souhaitait donc organiser ce groupe de travail qui a été déjà fixé, du moins. L'organisation est prévue avec elle pour pouvoir, du moins avec l'ensemble des ATSEM, pour pouvoir voir un petit peu, discuter avec elle, sous quelle forme on pouvait essayer de organiser un petit peu tout ça. Selon les chiffres de la commune, 12 ATSEM sur les 35 que compte la municipalité étaient en grève aujourd'hui. Le mouvement doit continuer toute la semaine. En cette période de plan Vigipirate, certains vœux prennent plus d'importance que d'autres. Ce sont ceux, par exemple, présentés par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin aux forces de police et de sécurité, policiers nationaux, municipaux, pompiers. Forces de police ferroviaires étaient ainsi mis à l'honneur. Michel Logier les a vivement remerciés en fin de semaine dernière pour le travail effectué, rappelant également l'importance d'une synergie entre police municipale et police nationale. Il a également souligné les liens forts qui unissent cette communauté d'agglomération, cette communauté avec le territoire, un territoire qui sera amené à s'élargir au 1er janvier 2016 et de noter qu'un événement majeur sportif attend les forces de sécurité. Ce sont les championnats du monde 18 au 22 février prochain, un autre moment fort de mobilisation donc. Le don du sang, maintenant, c'est urgent au nom de la campagne qui vient d'être lancée, qui vient tout juste de débuter et c'est le thème de l'entretien de ce journal. Regardez ce spot tout d'abord. Aujourd'hui, nos réserves de sang sont faibles. En donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies. Don de sang, maintenant c'est urgent. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondusang.net. Et pour parler du don du sang, le docteur Denis Pagès. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le responsable du pôle Île-de-France-Ouest de l'établissement français du sang. Une campagne d'urgence, c'est finalement assez rare à ce point-là aujourd'hui. Quelle est la situation actuelle ? Alors, pour être confortable, nous avons besoin de 12 à 14 jours de stock en globules rouges. Nous en sommes actuellement à 9 jours. C'est-à-dire que nous n'avons aucune marge de sécurité. Alors, j'insiste, nous ne sommes pas en pénurie, nous sommes en délicatesse de stock. Et ce stock, il faut absolument le renouveler. Pourquoi ? Parce que
Depuis octobre, on sait qu'on commence à être faible là-dessus et la période d'hiver, avec la grippe, les gastro, les infections diverses, fait que moins de monde peuvent donner. Il y a des contre-indications, à la fois pour protéger la santé du donneur et aussi celle du receveur. Donc c'est régulier, toujours à la même période, chaque année on a à peu près le même problème? Alors là, cette année, c'est particulièrement important. Je voudrais rappeler qu'il y a plusieurs points. Les globules rouges, on les conserve 42 jours. Et un autre élément important, ce sont les plaquettes, et les plaquettes, c'est 5 jours et demi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des stocks. Nos stocks, ils doivent être à 14 jours. Là, on est confortable, on continue, je dirais pas de la routine, parce que le don du sang, en tout cas la collecte, c'est jamais de la routine, c'est pas les mêmes heures, c'est pas les mêmes endroits. Mais on a vraiment besoin que les gens se mobilisent, et je peux comprendre que les 3 dernières semaines ou 4 dernières semaines n'ont pas concouru à mobiliser les gens à donner leur sang. C'est quoi? C'est lié à l'actualité, vous pensez, aujourd'hui, les difficultés rencontrées? Si on avait vraiment, si on avait vraiment, et on en a déjà parlé plusieurs fois, si on avait les réponses aux questions, on n'aurait pas besoin de faire cette campagne de mobilisation. C'est multifactoriel, il n'y a pas d'algorithme qui permette de savoir, il y a des suppositions. Peut-être aussi que, mais ça c'est la base, les citoyens ne sont pas mobilisés assez, notamment durant le temps scolaire. Vous prenez les classes de SVT en 3e, on étudie le sang, c'est parfait, mais on ne dit jamais que le sang peut servir à soigner les gens et que c'est aussi un médicament. Il y a toute une éducation à faire, en fait. Il y a tout à faire au départ. Et ça dépend aussi beaucoup, et on en a pas mal dans les Yvelines, des professeurs de SVT qui se mobilisent, qui nous appellent, et avec lesquels, et le soutien des enfants, même la mobilisation des enfants, on arrive à organiser des collectes. Pourquoi les gens ont des difficultés à donner leur sang? C'est notre question du jour. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir. On ne nous informe pas assez de comment le donner, les procédures et tout ça. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas qu'on leur fasse des prises de sang. Donc c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information correcte, voilà. Ils ne sont pas informés comment ça se passe, où ça se passe, le lieu. Moi personnellement, si j'ai pas confiance, j'ai peur que la seringue soit infectée. Peut-être par manque d'information, je pense. Parce qu'ils ont peur de voir du sang. Moi, j'hésite pas, mais j'oublie. Avant, quand c'était au travail, il y avait une camionnette qui venait, et puis j'y allais volontiers. Et puis depuis que ça n'existe plus, j'ai du mal à me projeter. Manque d'informations, quelques craintes aussi, encore sur la Oui, contamination, alors je ne voudrais pas reprendre le sketch de Madame Foresti, mais les garçons, ça aime la viande, les pommes de terre, et ça a peur des piqûres. C'est drôle, mais c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Le deuxième point, alors là, la sécurité du donneur. Une dame disait, j'ai peur que la seringue soit... D'abord, c'est pas une seringue, c'est une aiguille. Alors, il faut savoir que tout le matériel utilisé est à usage unique. C'est-à-dire que ça ne sert... C'est stérile au moment de s'en servir. Et une fois qu'on s'en a servi, on le jette. Voilà, donc ça, c'est important. Les gens peuvent rassurer sur ça. Oui, c'est important. Même si l'inquiétude toujours est... Oui, alors maintenant, les conditions, il faut avoir au moins 18 ans, moins de 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, et je fais un appel. On a besoin de tous les donneurs, et notamment des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus grands, ils sont plus costauds, et donc on peut prélever un petit peu plus. Alors ça a l'air de rien, mais 10 millilitres par-ci en plus, 10 millilitres par-là, ça finit par faire des volumes importants. Et puis il y a un autre point aussi, c'est qu'on a besoin du sang. Vous savez que dans le sang, il y a 3 produits. Il y a les globules rouges et plaquettes, et il y a le plasma. Et le plasma, c'est important parce que ça sert à la fois en thérapeutique pour traiter les déshydratations, les grands brûlés et autres. Et puis grâce au plasma, on peut faire des médicaments qui sont dérivés comme les anticorps anti-hépatite B. Et on a besoin de ces anticorps parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont vaccinés contre l'hépatite B, et il y a plus de gens, de plus en plus, qui en font. Enfin, dernier point aussi, on a besoin, grosso modo, sur l'île de France, de 1500 dons par jour. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'à peu près 2-3... Enfin, on a un objectif de 1400 dons en moyenne par semaine, sur 6 jours. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. Il y a 2 maladies génétiques
dont l'une, la drépanocytose, représente 25% des maladies génétiques en France. C'est la première maladie génétique au monde. Un nouveau-né sur 6000 naît avec une drépanocytose. Il a des globules rouges anormaux, c'est pas de sa faute, c'est génétique, et que cet enfant, dès son plus jeune âge, sera dans l'obligation de faire changer son sang, c'est-à-dire qu'on va prendre le sang qui est malade et on lui fera des transfusions. Et ça, il faut le savoir. Il y a la deuxième maladie aussi qui affecte... Alors, la drépanocytose, il faut le dire, ça affecte plutôt les gens d'origine afro-antillaise. Et je lance un appel à la communauté afro-antillaise pour venir donner leur sang, puisque comme ces enfants vont être transfusés pendant des années et des années, plus leur âge augmente, moins on pourra les transfuser facilement. Or, il y a des groupes sanguins très particuliers dans la population afro-antillaise, et si on peut coller le plus possible, il n'y a pas que 4 groupes sanguins, il y en a 37. Alors, on va prendre les 10 plus importants et autres. Et si on peut avoir ce sang qualitativement meilleur, on pourra prolonger à la fois la durée et la qualité de la vie de ces enfants. Parce que c'est important ce que vous dites, il n'y a pas que 4 groupes de sang, les 4 groupes qu'on non, habituellement on connaît ABO, mais... Rhésus, Yakel, Dufy et autres, etc. Ça, c'est les 4 et 5 plus importants qu'on utilise. Mais en fait, des groupes sanguins, il y en a 35. Alors, ils sont plus ou moins importants en termes de génération et ils suscitent plus ou moins des anticorps quand le sang est transfusé. Et là, on essaye, dans le cadre de la drépanocytose, d'être le plus proche possible, le plus loin. Donc il y a des besoins spécifiques en plus de pas la pénurie, mais les difficultés Absolument. de stock actuelles. Il y a ces besoins spécifiques, vous les avez entendus ce soir. Les collectes qui se déroulent quelquefois un peu partout, on est toujours informé. Oui. Mais est-ce qu'il y a un moyen rapide, facile de donner son sang si on veut, sans attendre une collecte via vos centres, tout simplement? Alors, on a 3 centres sur l'ouest parisien, dans les Yvelines. On a Versailles, qui est ouvert, comme Poissy d'ailleurs, 6 jours sur 7. Et puis à Rambouillet aussi, mais qui est ouvert quelques jours, 3 et 2 jours par semaine, une semaine sur 2, ce qui fait qu'il y a et où effectivement, pour le don de sang total, on n'est pas obligé de prendre rendez-vous. Il est conseillé d'appeler, comme ça on vous donnera le créneau horaire où vous serez sûr de ne pas attendre. Vous n'attendrez pas, vous aurez une salle de prélèvement confortable avec un vrai fauteuil de prélèvement. Voilà, donc j'incite les gens. Et puis si les gens s'y sentent bien, si leur groupe sanguin est intéressant, entre guillemets, on leur proposera même de donner leur plasma. Je pense à tous les gens qui ont été vaccinés contre l'hépatite B et qui ont des anticorps très élevés. À ce moment-là, on utilisera leur plasma pour fabriquer des immunoglobulines anti-hépatite B. Et l'adresse internet qui va s'afficher une nouvelle fois si vous voulez tous les renseignements. Une dernière question, on en a déjà parlé avec vous sur ce plateau. Mais forcément, au moment où les stocks sont difficiles à constituer, même s'il n'y a pas encore pénurie, c'est la population homosexuelle qui ne peut pas donner son sang. Il y avait un avis qui avait été demandé par le Comité consultatif national d'éthique. Voilà, c'était un dossier qui date de 2012. Oui. Aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, toujours pas de réponse. À ma connaissance, il est toujours à l'étude sur le bureau de notre ministre de tutelle, Madame Touraine. Et vous attendez quoi? Vous pensez que ça pourrait débloquer la situation? C'est un petit peu difficile comme situation. D'abord parce qu'elle est européenne et pas strictement française. Deuxièmement, il y a des études qui ont été menées, je crois que vous en avez déjà parlé, en Australie, où il y avait une véritable coopération entre les associations gays, on va le dire comme ça, et l'équivalent du don du sang en Australie. En Grande-Bretagne, ils ont libéré le don chez les homosexuels hommes à condition d'avoir aucun rapport homosexuel pendant 1 an avant le don, ce qui est quand même bon, c'est une façon de dire non tout en disant oui, hein, donc voilà. Moi, très honnêtement, j'ai pas d'opinion. Est-ce que, enfin, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de niet a priori dans notre tête, sauf qu'on nous demande de dire niet et on n'a pas le choix. Et pour l'instant, vous vous tenez forcément aux recommandations et en tout cas à la loi, puisque ça reste la loi, mais peut-être une évolution dans les prochains mois au regard de la situation actuelle. En tout cas, vous l'avez entendu, les besoins sont réels. Prochaines années, ça c'est sûr. En tout cas, il y a un besoin très fort encore aujourd'hui de sang. N'hésitez pas à aller donner votre sang, dondusang.net pour les informations. Merci. Juste un petit détail, il risque de se produire, si cet appel est entendu, parfois des files d'attente un petit peu longues. Et je demande aux candidats au don, aux donneurs, de bien lire
les contre-indications qu'on affiche à l'entrée de la collecte pour s'épargner une attente inutile et pour essayer de fluidifier, mais par contre qu'ils acceptent aussi un petit peu d'attendre. Et puis l'autre contrainte aussi, c'est que nous, les poches de sang, une fois qu'on les a prélevées, il faut qu'on les emmène sur le plateau technique, et donc on ne peut pas faire 10 heures de collecte de suite. Voilà. Donc en tout cas, soyez patients, soyez compréhensifs, il y a un vrai appel qui est mené, le besoin est réel, mais ensuite, bien sûr, il faudra, on l'espère, on vous le souhaite, faire avec le succès. Voilà, si vous êtes victime du succès. Merci, docteur Denis Pagès. Merci. On reste dans le domaine de la santé à présent avec l'association des diabétiques des Yvelines qui tenait ce samedi son assemblée générale, l'occasion de dresser un bilan d'une situation qui continue à alerter trop de personnes seniors diabétiques. Catherine Zulato et Elodie Moine. Améliorer l'information, communiquer au mieux sur les nouveautés et surtout accompagner. Voici les objectifs que s'est fixé l'association des diabétiques des Yvelines pour cette année 2015. Grâce au plan Élan Solidaire, qui est un plan d'accompagnement qui sera mis en place au sein de l'association à partir de cette année, grâce à des patients qui ont été formés par la fédération et qui vont permettre d'accompagner quotidiennement, sous forme d'ateliers, sous forme de réunions, les gens diabétiques qui aujourd'hui se posent plusieurs questions. L'antenne yvelinoise est basée à Trappes au sein de l'IPS. Comme les années précédentes, des opérations de tests de glycémie seront régulièrement proposées, car encore trop de personnes s'ignorent diabétiques. Nous savons pertinemment que le diabète est une maladie qui va malheureusement s'installer, s'accroître au niveau de la population, et surtout le diabète de type 2. On sait très bien que d'ici 2037, les chiffres auront probablement doublé. Pourquoi ? Nous savons très très bien qu'aujourd'hui, la malbouffe, voilà. Il y a moins d'activité physique, on mange plus. En plus, la publicité nous pousse à manger encore plus, y compris des encas. Et c'est une catastrophe puisque c'est le surpoids qui entraîne une prise de graisse abdominale qui est responsable du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, ainsi que de l'arthrose dans les petites articulations. Mieux contrôler son alimentation. Ce samedi, une diététicienne avait même préparé une galette, une formule plus légère pour expliquer que l'on peut se faire plaisir tout en s'alimentant correctement. C'est surtout un régime le plus équilibré possible qui contient finalement une grande diversité d'aliments avec, je dirais, des repas suffisamment riches en féculents centraux, avec une nature de féculents particulière, si je puis dire, puisque le plus riche en fibres, c'est le mieux. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des féculents riches en fibres, comme les légumes secs, les pâtes complètes, etc. En France, 700 000 personnes s'ignorent diabétiques, un enjeu de santé crucial. L'association milite d'ailleurs pour la reconnaissance de la maladie comme grande cause nationale. Nous poursuivons ce journal du 26 janvier avec l'appel de l'association France-Palestine au boycott des produits israéliens par l'enseigne Carrefour. Les militants yvelinois se sont réunis devant une grande surface portant cette enseigne à 50 ans en Yvelines. Ils évoquent une contradiction avec l'éthique affichée par la marque alors que certains articles seraient manufacturés dans des territoires occupés en Palestine. Ces produits, au vu du droit international, sont illégaux. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères décommande aux entreprises de fonctionner de cette façon-là. Donc c'est ce que l'association cherche à rappeler aujourd'hui en interpellant le directeur du magasin Carrefour de Montigny et en interpellant de façon plus générale le PDG de Carrefour en France. Il n'y a aucune stigmatisation des Israéliens, c'est quelque chose qui est de la reconnaissance du droit international et l'association travaille pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Environnement, jeudi dernier, une quinzaine de Verriérois s'est baladé dans les rues de la commune pour photographier leur maison avec une caméra thermique. Une première étape pour identifier les pertes de chaleur de leur logement. Mélanie Poquet et William L. pour ce reportage. Les points les plus chauds. Donc qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant sur cette maison, si on se promène? Déjà sur la façade. On a des points chauds. Alors voilà, au niveau de la fenêtre, en fait juste dessous et juste au-dessus. Quelques secondes, un simple cliché pour voir les défauts d'isolation d'une maison. La caméra thermique analyse ce qui est invisible à l'œil nu, les infrarouges. La meilleure période pour faire ce type d'analyse, c'est l'hiver. C'est là où les différences sont plus importantes. Pour bien voir les déperditions, il faut dans l'idéal 10 degrés de différence. Donc on pourrait les faire en été, il suffit juste de chauffer la maison à 35 quand il fait 20 dehors, ou 25, on a 10 degrés d'écart. Mais bon, chauffer la maison à 35 en été. Alors que l'hiver, ça se fait tout seul. La caméra voit le problème et derrière, il y a 3-4 explications possibles.
il faut creuser. L'ALEC prête aux propriétaires ses caméras d'octobre à avril. Mais cette étape ne suffit pas. Il faut ensuite diagnostiquer les défauts et trouver des astuces pour diminuer ces pertes. Si on n'a pas les moyens de changer une fenêtre, par exemple, si on reste sur les fenêtres, c'est faire tomber des rideaux devant le cadre, parce que c'est un endroit où il y a un échange de chaleur qui se fait. On peut avoir des petits courants d'air qu'on sent des fois rien qu'en passant la main le long de la fenêtre. Donc des rideaux, ça reste un coupe-froid efficace. Pour les gros travaux, des solutions de financement existent. Parmi elles, les aides de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Suivant vos revenus, entre 35% et 50%, ce qui représente 7 000 à 10 000 euros de financement sur le montant global. Seule condition, obtenir au minimum un gain de 25% sur vos factures d'énergie. Une étude à envisager pour que la chaleur reste bien dans nos foyers. Un univers un peu différent à présent. Fortes et fiers de leur forme, une philosophie défendue tout au long du week-end lors du 2e concours Égérie Glam Plus. Les coulisses de ce rendez-vous avec Yolande Torres et Elodie Moine. Dernière ligne droite pour Émilie. Après avoir répété les chorégraphies toute l'après-midi, la candidate yvelinoise commence sa mise en beauté par la coiffure. Pour l'instant ça va, mais le stress commence un petit peu à monter en fait. Voilà, à force de répéter, d'être tout ensemble, voilà. Puis là, d'être à la coiffure, finalement, on se dit que voilà, l'heure approche. Émilie s'apprête à défiler aux côtés de 9 autres candidates aux formes pulpeuses. Leur objectif ce soir, devenir la 2e égérie Glam Plus. Un concours national dédié aux femmes qui s'habillent en taille 44 minimum et âgées de 18 à 35 ans. Elles seront jugées sur des critères bien précis. La beauté de la personne, son charisme, les formes, leur discours. Le défilé aussi, on a, je dis bien, la possibilité d'être, même si on a des rondeurs, ou pulpeuses même, d'être belle, d'être élégante. Émilie a eu connaissance de ce concours par une amie, elle aussi candidate. Ensemble, elles ont passé la première sélection. Elles étaient 15 au départ, les voilà maintenant 10 à concourir au titre. C'est un rêve de petite fille, déjà, enfin voilà, d'être une princesse un soir sur une scène, maquillée, coiffée, avec des belles robes. Et puis en même temps, voilà, ma maman a été très complexée depuis que je suis toute petite, voilà. Et donc elle a eu du mal à s'accepter. Et je sais que moi j'ai pris du poids avec des traitements ces dernières années. Donc elle s'est fait beaucoup de soucis et moi j'assume complètement mes rondeurs. Donc voilà, c'est pour lui montrer que je m'épanouis et que je suis bien dans mes baskets. Pour avoir un maximum de soutien, Émilie a placardé des affiches de l'événement à son travail, mais aussi dans les commerces de Bois d'Arcy, sa ville d'origine. Pour autant, la victoire n'est pas le but ultime. Honnêtement, j'y pense pas. Je suis pas partie pour gagner. Je pense, je me vois pas grande gagnante, mais de toute façon, le but, c'est de passer une bonne soirée. Donc voilà, c'est de vivre une super aventure. Le temps presse, les premiers spectateurs arrivent et les derniers conseils de la présidente aussi. Profitez, souriez, ça va passer très vite. Quelques minutes plus tard, les défilés commencent et c'est Émilie qui fait son entrée en tenue de ville prêtée par un grand créateur. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Émilie ne fait finalement pas partie des grandes gagnantes, c'est Amanda, habitante de l'Essonne, qui remporte le titre d'Égérie Glam Plus 2015. Elle se verra ouvrir les portes du monde du mannequinat pour les rondes en France. Allez, dans un instant, le 7-8 Sport pour un point complet sur l'actualité sportive et les derniers résultats. Le journal qui revient demain, mardi, 18h en direct. Je vous retrouverai aussi à 18h30 pour un 7-8 politique consacré à l'élargissement de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les principaux acteurs du dossier, les responsables politiques seront sur ce plateau pour en débattre. Très bonne soirée.